Donc ce soir, on a le plaisir et le privilège de recevoir le président de Renaissance catholique, M. Mogendre, qui va nous parler, entre autres, le patriotisme est-il un péché? Alors c'est une association que je vous recommande vivement, qui mène un bon combat dans des temps sombres. Le patriotisme est-il un péché? Le Christ, quand il rencontre le centurion, ne lui dit pas « déserte, casse ton épée ». Il a pleuré lui-même sur Jérusalem. On peut penser à Saint Jérôme, lorsqu'il apprend la chute de Rome, il pleure. Et Saint Augustin ne verra pas les barbares qui sont porte de la ville. Autrefois, l'Église était defensor civitatis, le défenseur de la cité. Et je vous inviterai, du moins ceux qui ont le livre de Don Gérard, Demain la chrétienté, de relire La chrétienté en armes. Le patriotisme, qu'est-ce que c'est? Mais c'est une forme de piété, la pietas antique. Malheureusement, notre époque est marquée par l'impiété. Alors on peut habiller ça de mots religieux. Combien de prêtres ou d'admitrés ont pu cracher sur nos patries charnelles, qui sont voulues par le plan de la Providence. Donc c'est important d'avoir une notion juste de ce qu'est le patriotisme, qui n'est pas l'idéologie jacobine. C'est l'amour de la terre des ancêtres, ou de la culture que nos ancêtres nous ont transmis. Il y a le mot, d'ailleurs, dans la racine du mot, le mot père. Et on peut dire que la seule internationale qui tienne, comme disait Charles Maurras, c'est l'Église catholique. C'est la seule organisation globale. On est en période de soi-disant globalisation, de mondialisation, qui a défié les siècles. Mais l'Église, autrefois, respectait les patries, les cultures, le génie de chaque peuple. Donc ce qu'il faut, dans ces temps un peu troublés, arriver à retrouver pour mener le bon combat. À vous, cher ami. Eh bien, vous avez déjà tout dit. Voilà, je vous remercie de m'accueillir pour traiter de ce sujet. Alors, il est de bonne dialectique, de bonne approche, chaque fois que l'on démarre un sujet, d'en montrer l'intérêt, pour essayer de réveiller les torpeurs qui s'annoncent. Alors, quelle est l'actualité de notre sujet à propos du patriotisme? Eh bien, il a été beaucoup question ces temps-ci de diverses déclarations à propos du patriotisme. Je vous en livre quelques-unes. À l'occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, le président Macron déclarant le 11 novembre de l'an dernier, le 11 novembre 1918, « Le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme. Le nationalisme en est la trahison. » Autre citation que vous connaissez, que l'on emploie régulièrement quand on traite de ce sujet, « Le patriotisme, c'est l'amour des siens, le nationalisme, c'est la haine de l'autre » de Romain Gary. Et puis enfin, troisième citation de François Mitterrand, « Le nationalisme, c'est la guerre ». Donc nous allons chercher d'abord à mettre un petit peu d'ordre dans tous ces mots. Dans une première partie, nous traiterons du patriotisme. Dans une seconde partie, nous traiterons de la nation et du nationalisme. Ça, c'est la seconde partie. La troisième partie, nous nous interrogerons sur l'enseignement de l'Église par rapport au patriotisme d'une part, par rapport au nationalisme d'autre part. Et enfin, je vous livrerai quelques éléments de conclusion. Le premier point a été évoqué par le frère Thierry, que je remercie de m'accueillir parmi vous. Dans patrie, il y a père. La patrie, c'est la terre des pères. C'est, pour reprendre un auteur que vous ne vous attendiez peut-être pas à ce que je cite, cette terre de père, elle est d'abord profondément incarnée. Je prends ça, une phrase de Danton. On n'emporte pas la patrie à la semelle de ses souliers. Voilà, la patrie, c'est la terre, et en particulier cette approche qui sera bien mise en valeur, nous en parlerons tout à l'heure, par Maurice Barrès,
la patrie, c'est la terre des pères, c'est là où sont enterrés nos anciens. Alors bien sûr, ce culte des anciens, ce culte de ceux qui nous ont précédés, qui nous ont transmis une langue, des coutumes, une manière de vivre, ne date pas d'aujourd'hui. Dans la Grèce antique, la structure de base, ce sont les cités que vous connaissez, Athènes, Sparte, Corinthe, Thèbes, etc. Et Aristote définit dès cette époque la cité, cette première communauté politique, comme une amitié partagée en vue du bien commun et de la vertu. C'est ce qui va rassembler les membres de la cité autour de cet idéal. Alors il est bien évident, et les auteurs le manifestent dès ce moment, ce n'est pas qu'une simple association de moyens et d'intérêts. C'est-à-dire que ce qui constitue la cité, ce ne sont pas que des choses matérielles, ce sont également des choses immatérielles. Et c'est en particulier un sentiment affectif, un désir, ce terme est employé, il sera repris par Cicéron plus tard, c'est une amitié. Et puis, vous le savez, dans l'Iliade et l'Odyssée, certainement une des œuvres fondatrices de notre civilisation européenne, Ulysse, s'adressant aux Phéaciens, a cette formule « Je ne sais rien de plus agréable à l'homme que sa patrie ». Je ne sais rien de plus agréable à l'homme que sa patrie. Et ce sentiment de participer à une civilisation commune, à une culture commune, fera que, par exemple, les Spartiates de Léonidas, les 300 Spartiates de Léonidas, accepteront, pour le bien commun de la Grèce, eh bien, d'être sacrifiés au défilé des Thermopyles, de manière à ce que les cités grecques aient le temps de reconstituer leurs forces, sachant bien que de toute façon, un jour ou l'autre, ils finiraient par succomber sous le nombre. Donc la patrie, c'est aussi l'acceptation, d'une certaine manière, de mettre son destin personnel, sa destinée personnelle, son bonheur personnel, entre parenthèses, au service d'un bien commun qui nous dépasse. C'est ce que nous avons commémoré l'an dernier, à la fin lors de l'anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. C'est ce que nos anciens, en particulier, ont vécu à Verdun. Alors, ce culte des anciens, il va être manifesté aussi dans la civilisation qui va prendre, d'une certaine manière, la suite de la Grèce. C'est Rome. Rome, avec cette vertu essentielle, qui porte, c'est l'origine du mot piété, le beau mot de pietas. Et puis ce sont le culte des anciens, ce sont les dieux lards qu'ils ont dans chacune des maisons des Romains auxquels ils rendent hommage parce qu'ils représentent leurs anciens. Et toutes ces civilisations, dans le culte de leurs anciens, se rejoignent sur l'importance de cette notion d'enracinement. C'est bien sûr notre patrie, c'est la terre des pères, mais c'est aussi une langue, c'est une histoire, c'est une religion, ce sont des monuments, ce sont des œuvres d'art, c'est une manière de vivre ensemble. La patrie, ce thème sera enrichi au fil des réflexions autour de ce sujet. La patrie est un héritage. La patrie, c'est ce que nous recevons. La patrie, c'est ce que nous avons vocation également, d'une certaine manière, à transmettre. Le patriotisme, c'est l'attachement à cet héritage. Et à partir du moment où l'on a dit que le patriotisme, c'est cet attachement à un héritage, il devient bien évident que cet héritage devient distinctif, devient distinct de ceux des autres. L'héritage que nous recevons, cela vaut pour une civilisation comme cela vaut pour nos familles, il est parcellaire, il est limité, il n'est pas universel. Ce que nous recevons de notre famille, de nos parents à leur décès, etc., eh bien les autres ne le reçoivent pas. Eh bien c'est la même chose au niveau des civilisations, au niveau des sociétés. Nous avons brossé un rapide tableau en parlant d'abord de la Grèce antique, de la Rome, qu'elle soit républicaine ou impériale, et ce qui constitue le développement logique de cette filiation intellectuelle, c'est bien sûr le patriotisme de l'ancienne France, auquel Jacques Trémollet de Villers, dans cet ouvrage, a consacré un chapitre entier. Le patriotisme de l'ancienne France, il repose sur un triptyque, le sol,
c'est la terre des pères dont nous avons parlé, le roi et la foi. C'est le triptyque autour duquel se constitue la civilisation de la France dite d'Ancien Régime. Ce qu'il est important de voir par rapport à la rupture qu'entraînera en bonne partie la philosophie des Lumières et la Révolution française, c'est que ces réalités, le sol, le roi, la foi, ce sont des réalités incarnées. Ce sont des réalités tangibles. Ce sont des choses concrètes. Un sol, il n'y a rien de plus concret qu'un sol. C'est le précaré capétien qui s'élargira pour aboutir aux frontières naturelles de la France. C'est également une réalité matérielle qui se transmet dans une histoire longue qui pour notre civilisation, remonte en particulier à Clovis. Il est intéressant, et Jacques Trémollet le note dans la conférence qu'il fait dans cet ouvrage, que nous nous sommes peut-être trop habitués à la formule « Vive le Christ qui aime les Francs ». Après tout, d'une certaine manière, avec beaucoup de... Qu'en savons-nous ? Alors que la formule à laquelle on s'attendrait, parce que de ça on peut être témoin, de cela on peut être participant, c'est « Vive les Francs qui aiment le Christ ». De cela on pourrait témoigner. Mais là, formule tout à fait originale, « Vive le Christ qui aime les Francs ». Francs, vous vous en souvenez, c'est les Francs. Franc, ça veut dire libre. Donc il y a constitutif de notre identité nationale, du patrimoine, des valeurs qui nous ont été transmises, cet attachement à la liberté. Et puis ce sera le doux royaume de France qui sera chanté par les poètes, par Charles d'Orléans, et puis qui débouchera en particulier un certain nombre de poèmes de Charles Maurras assimileront la France à une personne, et en particulier à une femme. Voilà, on est amoureux de la France comme un homme est amoureux d'une femme. Donc un sol, un roi. Ce roi aussi, il est très incarné. Il est incarné dans une famille, la famille capétienne. Il est incarné également dans le système qui est celui de la féodalité. Mais cet attachement à l'incarnation dans une famille est également, et cela c'est, me semble-t-il, une des caractéristiques du patriotisme français. Le patriotisme français est à vocation universelle. Il n'est pas un patriotisme racial, il n'est pas un patriotisme étroit, il n'est pas un patriotisme étriqué. Il est un patriotisme de la fidélité, mais un patriotisme de la fidélité ouvert à l'universel. Et je vous en donnerai deux exemples à travers l'histoire. C'est d'abord bien sûr l'épopée des croisades, où les Francs ont mené un rôle particulier, en particulier pour la conquête de Jérusalem. Les familles, les nobles de Picardie, Artois, enfin voilà, le nord de Paris a fourni les gros bataillons de ces troupes. Et puis également, vous le savez, cette vocation à l'universel, c'est l'extraordinaire épopée missionnaire, qui est celle de l'Église à la fin du XIXe siècle, qui se lance à l'évangélisation de l'Afrique et de l'Extrême-Orient, dont les Français constituent les 3/4 des effectifs. Voilà, il y a une vocation universelle de la France, là, qui est tout à fait particulière. J'en parlais il y a quelque temps avec un officier qui avait été en poste en Afghanistan, et il me disait, voilà, ben, en Afghanistan, il y a des troupes, il y avait des troupes allemandes aussi, voilà, et on a un hôpital. Bon, ben, l'hôpital français, quand il ne fonctionne pas, quand il n'y a pas d'opération, quand il n'y a pas de militaires français à soigner, ben, ils soignent les Afghans qui sont là. Ben, parce on est là, plutôt que de rien faire, soignons les Afghans. Il dit, ça, c'est inconcevable pour un Allemand. Il dit, il y a un médecin allemand là qui a... il a commencé à s'occuper des Afghans, il est reparti pour le premier avion en Allemagne, quoi. Parce que les médecins allemands, ils soignent les Allemands. Les autres font ce qu'ils veulent, mais voilà. Donc on voit bien, il y a une différence. On pourrait aussi longuement développer les différences de nature, me semble-t-il, entre la colonisation anglo-saxonne et la colonisation française. Mais voilà, je crois qu'il est dans l'identité de la France de participer de cette universalité. Et puis également, bien sûr,
cette composante, troisième composante du patriotisme de l'ancienne France, c'est une foi. Voilà. Une foi, la foi, c'est un donné révélé. La foi, c'est une réalité à laquelle nous adhérons. Voilà, l'acte de foi. Mon Dieu, je crois fermement en toute vérité que vous nous avez révélée et que vous nous enseignez par votre Église. Voilà, la foi, il n'y a rien de plus objectif. Nous croyons à ce que l'Église nous enseigne, parce que c'est l'Église qui nous l'enseigne. Point final, terminé. Donc, nous sommes là dans un patriotisme, alors qui va être battu en brèche, bien évidemment, à partir de la Révolution. À partir de la Révolution, cette conception enracinée de la patrie laisse la place à une conception plus idéologique. Cette conception plus idéologique, elle s'incarne dans un document que vous connaissez de nom certainement, qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Cette Déclaration universelle est une rupture avec l'héritage incarné dont je viens de vous parler et aura un certain nombre de conséquences dont nous allons parler dans un instant. L'appartenance à la nation française, le fait d'être français, n'est plus un héritage que l'on assume, un héritage dans lequel on se reconnaît, une filiation qui nous a été transmise, cela devient une abstraction. Cela devient l'adhésion à un certain nombre de valeurs. Je vous renvoie en particulier sur ce sujet à l'ouvrage tout à fait important de M. de Vigry, Jean de Vigry, Les deux patries, dans lequel, sous le même vocable, il oppose la patrie traditionnelle, celle que nous venons d'évoquer, qui est incarnée, et puis ce qu'il appelle la patrie révolutionnaire, qui, elle, n'est pas incarnée, n'est pas une réalité, c'est pas une terre, ce sont des idées, c'est l'adhésion à un certain nombre de principes. Alors, la France, à partir de cette époque, va effectivement se scinder entre deux conceptions de la patrie. Une patrie traditionnelle et puis une patrie dite révolutionnaire. Un exemple de citation tenant de la notion révolutionnaire de la patrie, Alphonse de Lamartine, dans ses recueillements poétiques, nous affirme, je le cite, « Je suis concitoyen de toute âme qui pense, la vérité c'est mon pays ». Voilà, c'est-à-dire on est vraiment en rupture complète avec un patriotisme qui sont des réalités transmises. C'est l'adhésion à des principes. La vérité, c'est mon pays. Cela devient l'adhésion à une idéologie, comme nous venons de le voir, à propos de la Révolution française. Alors, il y aura une brève période de notre histoire pendant laquelle ces deux patriotismes se rejoindront, c'est la guerre de 14. La guerre de 14, donc l'union sacrée autour de la défense du territoire national, entre ces deux conceptions du patriotisme qui se rejoignent sur un combat commun face à l'Allemagne, qui permettra, par exemple, à Clémenceau, qui est un tenant frénétique de la conception révolutionnaire de la patrie, d'affirmer, je le cite, mais il se place là aussi dans cette grande tradition, « Honneur à nos grands morts, grâce à eux, la France, hier soldat de Dieu, aujourd'hui soldat de l'humanité, sera toujours le soldat de l'idéal. » Voilà, donc lui, dans cette période du non-sacré, il manifeste une continuité entre les deux formes de patriotisme, appelant, je dirais, faisant un petit peu référence à ce que j'avais évoqué tout à l'heure, c'est cette vocation à l'universalité. Et puis, on ne peut pas ne pas citer également à ce propos, sur cette union sacrée, je pense à cette réflexion d'Anatole France, célébrant Jeanne d'Arc de manière un petit peu ambiguë, si l'on veut, je le cite, « À Jeanne d'Arc, brûlée par l'Église, abandonnée par son roi, la République reconnaissante. » Voilà, il y a un vrai sens de la formule. Et il y a un vrai sens aussi d'avoir saisi à travers l'histoire les contradictions, les ambiguïtés, les difficultés, parce que ce qu'il dit, objectivement, ça n'est pas complètement sans fondement. Alors,
C'est donc la nation révolutionnaire dont je crois nous avons une actualisation tout à fait intéressante dans un texte de quelqu'un qui est décédé il y a quelques mois. Ça ne fait pas très longtemps. C'est Antoine Sfer. Antoine Sfer, donc c'est le directeur des Cahiers de l'Orient. C'est un chrétien maronite et c'est un franc-maçon d'Autoire. Donc c'est pas un secret d'État, il le disait partout, donc je ne livre pas des secrets de loge. Et donc, interrogé sur ce qu'était l'identité française, nous sommes dans notre sujet, il publiait donc une tribune dans le Figaro du 22 avril 2007, et alors qu'on l'interroge sur ce qu'est l'identité française, voilà ce qu'il répond. L'identité française s'incarne dans l'adhésion de tout un chacun aux valeurs d'universalité et de citoyenneté qui font fi de notre appartenance identitaire ou communautaire. Donc il manifeste bien là. Donc c'est l'adhésion à des valeurs d'universalité et de citoyenneté, faisant fi de notre appartenance identitaire ou communautaire. Ben, ça veut dire faisant fi de nos familles, faisant fi de ce que nous avons reçu. Ça n'a plus rien à voir avec la terre des pères. Mais il va un petit peu plus loin. Et c'est là où la réflexion nous intéresse. Il est interrogé, il poursuit ses réflexions sur le sujet. Et je commente dans ce texte, ce qui fait ainsi du français non un héritier, mais un adhérent à un programme nourri de valeurs à vocation universelle. Tous les honnêtes gens ont donc vocation à devenir français. Avant d'être guillotiné, le révolutionnaire prussien Anacharsis Klotz, dévot des Lumières et fidèle des droits de l'homme sans Dieu, était de fait considéré comme français par les conventionnels, pendant que les paysans vendéens, fidèles à leur foi, à leur roi, à leur terre, étaient promis au rasoir national. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas à Antoine Sfer. Il accuse Jean-Marie Le Pen d'être un Français de hasard. Lui, en revanche, a fait le choix volontaire d'être français, ce qui signifie, je le cite, pour lui être français, embrasser la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adhérer à la République une et indivisible, se fondre dans l'esprit des Lumières, s'imprégner des philosophes, se laisser bercer par Lamartine, Flaubert, Mérimée, Hugo ou Aragon, choisir la séparation de l'Église et de l'État, et surtout, savoir dire non au fatalisme de la défaite, comme en 1940, ou à celui de l'injustice, qu'elle soit pénale ou sociale, comme l'affaire Dreyfus. Voilà. C'est-à-dire qu'être français, c'est partager un certain nombre de valeurs, d'une part, un certain nombre de jugements sur l'histoire, d'autre part, au minimum parfaitement discutable, et ça n'est en aucun cas être héritier de ce que nous avons évoqué à quelques instants. Alors vous pourriez dire, bon, d'abord il est mort, paix à son âme, ensuite, bon, c'est quand même un petit peu un agité du bocal. Alors, je vous renvoie à un texte plus contemporain, à la même période, à peu près, de quelqu'un qui a accédé à des responsabilités importantes. Dans son discours de candidature à la présidence de la République, le 2 mai 2007, Nicolas Sarkozy déclarait, je le cite, « À chaque femme martyrisée dans le monde, je veux que la France offre sa protection en lui donnant la possibilité de devenir française. » Voilà, vaste programme dont je ne suis pas persuadé que nous ayons les moyens. Voilà, on est là dans une conception tout à fait idéologique de la patrie. Voilà, vous êtes persécutés. Alors il avait fait une déclaration, mais vous la trouverez dans ce livre aussi, voilà, sur les infirmières bulgares et tout ça. Voilà, tout le monde a vocation à devenir française une fois que vous êtes persécutés chez vous. Bon, je crois que sur la planète, il y a 6 milliards d'habitants, il y a moitié de femmes par définition, ça fait 3 milliards. Bon, même s'il y en a que 10% de persécutés, ça fait 300 millions, il va y avoir du monde. Ah oui. Donc premier point, le patriotisme. Et c'est peut-être plus. Deuxième point, qu'est-ce que la nation? Voilà, donc quelques éclairages sur le patriotisme. En voyant que ce que je vous raconte, c'est bien évident, comme à chaque fois, c'est un avant-goût pour travailler sérieusement dans l'ouvrage qui est ici. Le but d'une conférence, c'est de donner envie de travailler. C'est pas vous permettre de croire, voilà, oh, il était sympa, il a fait du bruit, il parle fort, maintenant je sais tout. Non, non. Le seul objectif de cette conférence, c'est de prendre connaissance que vous ne savez rien et qu'il va falloir travailler. Deuxième point, qu'est-ce que la nation?
La nation, tout à l'heure on a fait de l'étymologie, la patrie, le patriotisme, les pères, etc. Nation, c'est la naissance. D'une certaine manière, la nation, c'est l'actualité de la patrie. La patrie, c'est ce que j'ai reçu, ce qui est avant moi, et la nation, c'est la situation présente dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Il est important de prendre conscience que cette nation, ce n'est pas une simple somme d'individus épars et abstraits. C'est au contraire le remembrement organique des familles, des communes, des métiers, des professions, incarnés dans un terroir, incarnés dans une province qui a son histoire. C'est le cadre de la paix et de la justice. Nous avons à cet égard, et je vous ferai plusieurs citations en ce cadre, les nations, pour reprendre une expression ancienne, les nations sont des bienfaits. Charles Maurras, dans Votre Belle aujourd'hui, écrit « Il ne suffit pas de dire avec Jaurès que les nations sont des faits. Ce ne sont pas des faits, ce sont des bienfaits. Des bienfaiteurs et des producteurs de biens qu'il faut protéger à leur tour. Car les hommes n'ont rien conçu de plus parfait dans l'ordre et sur le plan de l'amitié terrestre. » Voilà, une idée qu'il faut... On en a parlé, on va en reparler. Les nations, ce sont des amitiés. La chute des nations retranche à l'amitié de l'homme le chef-d'œuvre de son art et de son instinct. Il est trop vrai que les nations se combattent et s'entretuent, et c'est bien malheureux, mais elles existent. C'est tellement plus heureux encore. La pire de leur guerre ne fait que ramener le monde au sauvage état pré-national, cet état inférieur que l'on ne peut quitter qu'en restaurant la nation, dont on a connu en naissant, en y naissant, en naissant d'elle, l'effluve de chaude amitié. Les nations sont des amitiés. Là, contre cette amitié qui réunit les nations, depuis bien longtemps, depuis 2 siècles déjà, il existe 2 formes de menaces. Tout d'abord, une menace extérieure. Ce sont les guerres d'invasion. Il est des nations qui ont été rayées de l'existence politique pendant un certain nombre d'années et qui ont ressurgi. Et puis il y a des nations qui ont disparu. Voilà, des nations qui ont ressurgi. La Pologne. La Pologne, pendant un temps, au XIXe siècle, a été partagée entre la Russie, la Prusse et l'Autriche. Elle n'existait pas. Il n'y avait plus de Pologne. Nation également qui a disparu de son existence politique, la nation française du Québec. Voilà, il y a une nation, mais qui n'a pas aujourd'hui d'existence politique en tant que maîtrise complète de son destin. Donc, suite à une défaite. Donc, des menaces extérieures, et puis également des menaces intérieures. Si nous avons compris que la nation, c'est l'actualisation de la patrie, si nous avons compris que la nation, c'est la fidélité à l'héritage qui a été transmis, il y a un autre risque pour la nation, c'est d'être infidèle à l'héritage qui lui a été transmis. Donc 2 menaces, une menace extérieure par la guerre, une menace intérieure par l'infidélité à l'héritage, en voyant que cette infidélité à l'héritage, elle peut également être facilitée par un certain nombre d'entreprises extérieures. C'est dans ce cadre-là, à propos de la nation, que Charles Maurras mettra en garde contre 4 menaces. 4 menaces intérieures et la menace extérieure. La menace extérieure, c'est l'Allemagne. C'est une germanophobie constante, permanente. Voilà, le danger, c'est l'Allemagne. Et puis la menace intérieure, c'est ce qu'il appelle les États confédérés. C'est un certain nombre de communautés dont il a le sentiment qu'elles mettent en péril la transmission de l'héritage national. C'est la communauté hébraïque, la franc-maçonnerie, ce qu'il appelle les métèques, c'est-à-dire les étrangers, et les protestants. Et c'est autour de cette réflexion, pour défendre la nation dans son existence, qu'il utilise un terme relativement nouveau, qui aujourd'hui n'a pas très bonne presse, et qui est le terme de nationalisme et de nationaliste. Henri Massis, qui procède de la même période, de la même famille d'esprit, a sur ce sujet une phrase tout à fait heureuse. Il nous dit « Être nationaliste, c'est vouloir guérir la France des maux dont elle souffre sous un gouvernement qui lui est étranger, en droit comme en fait. »
Et en disant cela, il venait compléter une déclaration sur le même sujet de Charles Maurras. Je le cite. « C'est quand on y songe, une extrémité odieuse et abominable, qu'il ait fallu susciter un état d'esprit nationaliste pour permettre la défense de la nation. » Voilà. Il dit, dans une situation normale, on n'aurait pas à être nationaliste, puisque chacun, paisiblement, assurerait l'héritage reçu de ses pères. Alors, ce nationalisme, il en existe de multiples explications, de multiples variantes. Je vous renvoie au document dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, il va effectivement être mis en œuvre de manière vigoureuse et importante par l'école de l'Action française. Alors, ce nationalisme, il est une résistance, nous l'avons évoqué tout à l'heure, il est une résistance à l'Allemagne, pendant la guerre de 14, pendant la guerre de 40. Et puis, il est également une résistance à différentes formes de mondialisme. Et il m'a paru juste d'évoquer 3 types de mondialistes qui, à travers l'histoire, à travers le temps, ont mis en péril l'existence même de la France. Alors, un de ces 3 mondialismes est quand même un petit peu passé de mode, mais les autres jouent toujours un rôle dans les menaces qui entourent notre pays. Première forme de mondialisme, c'est bien sûr le mondialisme marxiste-léniniste. C'est le refus des nations, c'est la destruction des nations. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous, c'est la croyance que les nations sont des réalités anciennes, qu'elles disparaissent, qu'elles disparaîtront, et qu'en fait, ce qui unit les personnes en termes de classe sociale est plus important que les nations auxquelles ils appartiennent. C'est en particulier l'utopie criminelle qui fut celle de Jean Jaurès avant la guerre de 14, puisque Jean Jaurès, sur la foi de ses petits camarades sociodémocrates allemands, avait la conviction, avait la certitude que jamais les sociodémocrates allemands ne soutiendraient la politique belliciste menée par l'Empire d'Allemagne, et qu'en particulier les sociodémocrates refuseraient de voter la guerre, refuseraient de voter les crédits, par solidarité de classe avec les ouvriers français. Bon, ce en quoi ils s'étaient totalement trompés, puisque les sociodémocrates ont voté, il n'y a quasiment pas eu de mutinerie, voilà. L'ouvrier allemand, il se sentait allemand et solidaire, solidaire, l'armée allemande est quand même en bonne partie dirigée par des aristocrates allemands, plus solidaire des aristocrates allemands qui sont de son sang, que du paysan français du Berry. Voilà. Donc, première tentative, première opposition à laquelle il a fallu faire face, c'est cette mondialisation marxiste-léniniste. Deuxième tentative de mondialisation, deuxième approche, qui est une approche que nous qualifierions non plus de mondialisme marxiste-léniniste, mais de mondialisme financier. C'est la conviction que la planète est devenue un village mondial et que le temps des nations est fini, comme nous le verrons dans quelques instants. Entre ces 2 formes de mondialisme, il y a un point commun. Ils sont l'un et l'autre un matérialisme. Dans un cas, on ne considère que le producteur, dans l'autre, on ne considère que le consommateur. Ils sont l'un et l'autre un refus des enracinements, un refus des traditions, du passé faisons table rase. Voilà, c'est un refus de ce qui nous a précédés. Et puis également, on n'y pense peut-être pas suffisamment, et c'est certainement une fragilité de ces approches, c'est la promesse d'un paradis sur Terre. Voilà, la dictature du prolétariat devait apporter le bonheur à l'humanité, et le mondialisme auquel on cherche à nous faire adhérer, qui est un mondialisme financier, eh bien, a tendance à nous faire croire que ce sont les nations, les religions qui sont à l'origine des guerres, et que quand l'une et l'autre auront disparu, eh bien, ce sera la paix universelle, le bonheur universel, la prospérité universelle. Alors la faiblesse de ces approches, bien sûr, c'est que quand on promet le paradis sur Terre,
et que les gens y croient, ben, un jour ou l'autre, ils demandent à le voir. Et quand le temps passe et qu'ils ne le voient toujours pas, au bout d'un certain temps, je vous rappelle, je vous renvoie à ce dialogue de Michel Audiard, dans je ne sais plus, dans lequel de ses films, il dit « La justice, c'est comme la Sainte Vierge. Si on ne la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. » Bon, ben là, c'est un peu la même chose. Le paradis sur terre que l'on promet, quand les années passent, et que ça n'arrive toujours pas, ben on se demande si les prémices n'étaient pas mauvais. Alors, ces deux approches mondialistes, on parlera de la troisième tout à l'heure, ont une filiation commune. Cette filiation commune, bien évidemment, c'est la philosophie des Lumières. Cette philosophie des Lumières qui est étroitement associée dans l'époque contemporaine, pour la France, le monde occidental, au développement de la franc-maçonnerie. Avec les constitutions d'Anderson en 1723, le livre des constitutions, et dans lequel surgit, se met en place une nouvelle élite déracinée, supranationale, qui sera d'abord une force au service de l'impérialisme britannique. Et puis, à partir de 1845-1850, il y a une conférence dans cet ouvrage sur le sujet. C'est, suivant l'expression d'un journaliste américain qui s'appelle John O. Sullivan, la destinée manifeste des États-Unis, c'est-à-dire la vocation des États-Unis, des Américains, qui sont le nouveau peuple élu, c'est d'apporter à l'humanité le paix, le bonheur et la prospérité par l'extension universelle des principes de la démocratie représentative anglo-saxonne. Les moyens, eh bien, de cette destruction des nations, c'est également évoqué dans une conférence d'Arnaud de Lassus dans cet ouvrage, ce sont les cercles du mondialisme que vous connaissez, auquel est consacrée une conférence, le CFR, le Bilderberg, la trilatérale, le RIRIA, etc. Cette volonté de destruction des nations est une réalité. Je vous fais deux citations. Une citation de Nicolas Sarkozy, le 16 janvier 2009. « On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial, et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. » Plus ancien, David Rockefeller, fondateur de la trilatérale, ancien président du Bilderberg, je le cite, « La souveraineté supranationale d'une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est certainement préférable à l'autodétermination nationale pratiquée au cours des siècles passés. » Voilà, on est en plein dans notre sujet. Et quand je vous fais ces citations, je ne fais pas des fantasmes. La volonté de destruction des nations pour confier le pouvoir à des élites ou réputées telles. Je n'aime pas ce terme d'élite quand on parle de ces gens. Ce sont tout au plus des classes dirigeantes, ce ne sont pas des élites. Et autre citation, mais vous en trouverez d'autres dans cet ouvrage, David Helley, H-E-A-L-E-Y, initiateur du Bilderberg en 1954, dire que nous cherchions à mettre en place un gouvernement mondial unique est très exagéré, mais pas totalement absurde. Voilà. Donc on est bien dans cette idée-là. L'idée autour de ça, autour de cette famille d'esprit, c'est vraiment que paix et gouvernance mondiale seraient liées. La destruction des nations serait un préalable à la paix mondiale. Le doux commerce apporterait la paix qui passerait nécessairement par l'uniformisation des cultures et des civilisations, et puis ce serait également le seul moyen de relever les défis écologiques auxquels notre planète est confrontée. Et puis, il y a une troisième menace mondialiste, destructrice de l'identité des nations, c'est l'islamisme. Parce que l'islam est destructeur des nations. Il est destructeur des nations occidentales, bien sûr, mais il ne reconnaît pas les nations. Quand vous êtes musulman, en particulier quand vous êtes musulman sunnite, vous appartenez à l'Oumma, la communauté musulmane, et cette appartenance religieuse doit normalement passer au-dessus de votre appartenance nationale, même si l'histoire montre que c'est un peu plus compliqué que ça, que l'Iran et l'Irak sont tous les deux musulmans, mais se sont quand même joyeusement écharpés. Il en fut de même pour la Syrie, l'Irak, etc. Mais on est bien
l'islam militant est un outil de destruction des nations. Je me permets de vous renvoyer, c'est un livre intéressant, au livre de Jean-Frédéric Poisson, là, L'islam à la conquête de l'Occident, qui est en fait un document, c'est le sous-titre, hein, Stratégie de l'action culturelle islamique à l'extérieur du monde islamique. Voilà, c'est le petit guide qui a été bâti il y a une trentaine d'années maintenant par une organisation officielle islamique qui dit quel doit être le comportement des musulmans quand ils ne sont pas dans un pays musulman, autrement dit chez nous. La règle est simple, c'est ni assimilation ni intégration, et puis à terme, dans des délais inconnus, la mise en place de la charia dans l'ensemble des pays qui n'y sont pas encore soumis. Troisième partie, j'essaye de tenir mes horaires, l'Église et le patriotisme. Alors avant de traiter ce sujet, je vous rappelle peut-être quelques éléments, quelques synthèses sur ce patriotisme, sur le nationalisme, quelques citations. Le général de Gaulle définissait donc le patriotisme comme une certaine fierté anxieuse. Donc une certaine fierté anxieuse. Anxieuse, ben, c'est l'inquiétude de la situation dans laquelle se trouve notre pays. Bernard Antony parlait d'un patriotisme en alerte. J'aime bien cette expression aussi. Et puis je laisserai la parole, avant de parler de la position de l'Église, à quelqu'un qui était un drôle de paroissien. Il n'était d'ailleurs pas paroissien du tout. C'est Anatole France. Anatole France qui est un esprit, d'abord, qui a une plume exceptionnelle, qui a un esprit brillant, il a écrit des choses extraordinaires sur la Révolution française, et dans un texte qui a peut-être échappé à votre sagacité, qui s'appelle L'île aux pingouins, il écrit « Après s'être soustraite à l'autorité des rois et des empereurs, la France s'est soumise à des compagnies financières qui, par les moyens d'une presse achetée, dirigent l'opinion. » Anatole France en 1908. Astucieux ce garçon. Dernière partie, l'Église et le patriotisme. Alors, l'Église et le patriotisme, je vous renvoie à une conférence dans cet ouvrage, Le mondialisme dans ses œuvres, de M. l'abbé Schaeffer, dont je vois la photo là-bas, où il a effectivement traité ce sujet. Il démontre que quand un certain nombre de gens, arguant de l'universalité de l'Église, disent que puisque l'Église est universelle, eh bien, il est légitime, et puis également il renvoie souvent à la parole de l'Écriture. Il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni hommes libres, ni esclaves, ni hommes, ni femmes, etc. Et donc, comme tout est pareil, un gouvernement mondial serait justifié. Alors je crois que M. l'abbé Schaeffer fait une distinction tout à fait importante et tout à fait éclairante. Il nous dit, et c'est souvent le cas sur d'autres sujets, que comme trop souvent depuis 50 ans, il y a une confusion entre le plan naturel et le plan surnaturel. Et que, au plan surnaturel, c'est son introduction, l'Église est une société de personnes. L'Église est une société de personnes. Elle a pour vocation, sa finalité, c'est d'assurer le salut des individus. Voilà, c'est le catéchisme de Saint-Pédis qui nous dit « L'Église catholique est la société où la réunion de tous les baptisés qui, vivant sur la terre, professent la même foi et la même loi en Jésus-Christ, participent au même sacrement et obéissent au pasteur légitime, principalement au pontife romain. » Voilà, l'Église est une société de personnes. Or, la société politique n'est pas une société de personnes, elle est une société de famille. Quand on dit, et ça n'est pas qu'une formule de style, quand on dit que la famille est la cellule de base de la société, on voit bien qu'on se positionne sur un plan différent de celui que j'évoquais tout à l'heure. Et M. l'abbé Schaeffer dit, cette confusion, elle vient du fait que l'on mélange les deux, et que l'on nie, et que l'on nie la réalité des familles, en voyant qu'une nation, ça n'est qu'un rassemblement de familles. La nation antique, la cité, c'est un rassemblement de familles. Et aujourd'hui, les nations que nous connaissons, ce ne sont que des familles un petit peu élargies au sens le plus complet du terme.
La société politique est une société de famille qui est la cellule de base de la société. Il y a donc confusion entre les deux plans. Et puis également, il est rappelé le commandement de l'Église, hein, c'est le 5e commandement, « Honore ton père et ta mère ». Voilà, nous avons le devoir d'être reconnaissants à nos anciens. Alors, cet enseignement sur l'Église a toujours été reconnu, toujours été pratiqué. Néanmoins, on ne peut pas ne pas voir qu'une certaine inflexion s'est un petit peu manifestée globalement depuis la Seconde Guerre mondiale et en particulier depuis l'enseignement de Pie XII. Pour une raison simple, c'est que Pie XII est le pape qui a connu la Seconde Guerre mondiale, qui était quand même pas une période extrêmement folichonne de l'existence, et qu'il a... Pardon ? Oui, mais... Oui, bien sûr, puisqu'il était nonce à Munich. Donc il a connu les 2 guerres mondiales, et il est certain que dans sa réflexion politique, en particulier dans le soutien incontestable qu'il accorde aux premières initiatives de l'Union européenne, c'est sous-tendu par ça. Voilà, c'est sous-tendu par le fait, en 30 ans, on a eu 2 guerres mondiales, il ne faut pas qu'on recommence dans les mêmes conditions. Et donc il a, Pie XII, donc on ne vient pas nous dire, ça commence après le concile, patati patata, c'est pas du tout ça la réalité. Donc il y a déjà une forme d'inflexion. Alors je vous en donne quelques textes, je vous renvoie au texte qui est là, il y a de très nombreux textes cités. Pie XII prend ouvertement parti en faveur de l'unification européenne, invitant, je cite, une déclaration du 11 novembre 1948, « Les grandes nations du continent, à la longue histoire chargée de souvenirs de gloire et de puissance, à faire abstraction de leur grandeur d'autrefois pour s'aligner sur une unité politique et économique supérieure. » Autre déclaration de Pie XII. « Les pays d'Europe qui ont admis le principe de déléguer une partie de leur souveraineté à un organisme supranational entrent, croyons-nous, dans une voie salutaire, d'où peut sortir pour eux-mêmes et pour l'Europe une vie nouvelle dans tous les domaines, un enrichissement non seulement économique et culturel, mais aussi spirituel et religieux. » Voilà, ce sont des textes... sur lesquels, je dirais, il n'y a pas de discussion à porter. Et ces textes sont des textes officiels. Et puis, c'est ce que l'on va retrouver chez un certain nombre de ses successeurs, des positions qui sont également, donc des positions qui vont dans un sens, et puis également des positions qui rappellent l'attachement légitime aux nations. C'est ce que l'on va retrouver chez Pie XII, mais ce que l'on va retrouver également chez d'autres auteurs. Alors, je vous donne quelques citations. Donc, Pie XII, dans Summi Pontificatus, le 10 octobre 1939. Les nations, en se développant et en se différenciant selon les diverses conditions de vie et de culture, ne sont pas destinés à mettre en pièces l'unité du genre humain, mais à l'enrichir et à l'embellir par la communication de leurs qualités particulières et par l'échange réciproque des biens, qui ne peut être possible et en même temps efficace que dans un amour mutuel et une charité vivement sentie, unissent tous les enfants d'un même père et toutes les âmes rachetées par un même sang divin. Dans la même encyclique. Donc il rappelle la légitimité des nations. Dans l'exercice de la charité, il existe un ordre établi par Dieu, selon lequel il faut porter un amour plus intense et faire du bien de préférence à ceux à qui l'on est uni par des liens spéciaux. Le divin Maître lui-même donna l'exemple de cette préférence envers sa terre et sa patrie en pleurant sur l'imminente destruction de la cité sainte. Mais le légitime et juste amour de chacun envers sa propre patrie ne doit pas faire fermer les yeux sur l'universalité de la charité chrétienne, qui enseigne à considérer aussi les autres et leur prospérité dans la lumière pacifiante de l'amour. Voilà, donc on a, et c'est vrai pour Pie XII, ce sera vrai en particulier aussi beaucoup chez Jean-Paul II, à la fois une reconnaissance, une aspiration à une certaine forme de gouvernement mondial, et en particulier qu'on retrouve dans Caritas in Veritate,
Une condamnation du nationalisme. Voilà, des textes. Jean-Paul II condamne le nationalisme exagéré dans des déclarations du 2 avril 1981, du 15 février 82, du 24 janvier 86, du 8 décembre 89. Le nationalisme exagéré. Bon, et ça, il n'y a rien à dire. Hein, le nationalisme égoïste, le 9 avril 1992. Un nationalisme intolérant et agressif, le 25 avril 1993. Mais aussi, parfois, le nationalisme tout court, le 16 mars 1989, le 8 septembre 1994, le 11 octobre 1995, parlant même à cette date, je le cite, de la malsaine idéologie du nationalisme. Mais aussi, dans le même temps, ayant Jean-Paul II, comme Benoît XVI, des textes appelant Jean-Paul II à l'UNESCO. Veillez par tous les moyens à votre disposition sur cette souveraineté fondamentale que possède chaque nation en vertu de sa propre culture. Protégez-la, il parle de la culture, comme la prunelle de vos yeux pour l'avenir de la grande famille humaine. Ne permettez pas que cette souveraineté fondamentale devienne la proie de quelque intérêt politique ou économique. Voilà. Donc on est sur une situation un peu confuse où il y a à la fois cet appel, alors c'est encore plus vrai dans Caritas in Veritate, à la fois une exaltation des cultures, une exaltation des nations, une exaltation à rester fidèle à son héritage, mais également une aspiration à un certain nombre d'autorités supranationales. Alors, que conclure pour tenir à peu près le temps trop bref qui m'a été imparti? J'aimerais conclure par deux citations. Une citation d'un auteur que j'aime beaucoup, qui est Henri Pourrat. Donc Henri Pourrat, dans Vent de Mars, nous dit la chose suivante, et elle pourrait servir de conclusion pour bien d'autres sujets. Que pensez-vous de la situation? Elle sera ce que nous la ferons. Voilà ce qu'il y a à en penser. Il ne s'agit pas de croire, c'est de faire qu'il s'agit. L'état d'esprit de celui qui veut travailler au salut commun devrait être exactement celui du paysan qui a à faire ses semailles. Il sait quel temps il désire, mais il sait aussi qu'il faut prendre le temps comme il vient et s'en arranger pour faire les choses tout de même. Va-t-il questionner les uns les autres sur ce qu'ils espèrent du vent, de la lune, ou encore songer en fumant sa pipe, comme tout irait bien si seulement? Afin de prendre ces mesures, il essaiera de prévoir. En rentrant devant les bœufs qui tirent le chariot, il s'arrêtera au haut de la montée. Sous le gros alisier, il se retourne, il cherche le vent du lendemain. Du côté du couchant, on entend le roulement du train dans la plaine et la sonnerie des cloches de Marsac, plus fort qu'à l'ordinaire. Les nuages ne viennent-ils pas de l'ouest et les fumées? C'est le vent du bouillon. Là-bas, sur les montagnes, le ciel est blanc. Ce soir, sans couleur, froid comme la flaque dans l'ornière. Les jets, voilà. On entend les jets qui cajolent. Signe de pluie tout cela. Allons, tant pis. La pluie encore. Il sait qu'il n'y peut rien, qu'il n'empêchera pas la pluie de venir. Il fait ses plans en conséquence, calcule, comme il le dit, prend son parti, se tient paré, silencieux dans son obstination. Il tâche d'être celui qui a fait tout ce qui pouvait se faire. Il attend. Et dans cette attente, il essaie de se confier plutôt à la patience qu'à la noire humeur. Alors, ainsi calé, d'aplomb dans ses souliers, n'en vient-il pas à se dire que les pluies ne sont pas la chose la plus vraie en ce monde? Le vrai. Par-delà les nuages, et finalement plus fort que les nuages, c'est le soleil. Par-delà les humeurs sombres, plus fortes que les déceptions, que le mauvais temps, que le doute, c'est la grande confiance dans la France. Il nous semble donc que ces paroles d'encouragement d'Henri Pourrat doivent nous inciter face à toutes ces menaces auxquelles est confrontée notre nation, à ne pas désespérer. Également à avoir la volonté, le souci de défendre notre nation, mais sans la diviniser. Gustave Thibon a sur ce sujet une expression très forte, je le cite, « Nous ne voulons rien diviniser de la réalité humaine et sociale, puisque nous avons déjà un Dieu. » Voilà. Notre nation nous en a besoin comme le cadre le plus large de cette amitié politique
qui doit unir nos familles, mais il ne s'agit pas de la diviniser. Alors pour conclure, je souhaiterais vous citer la conclusion du livre de Jean-Yves Le Gallou, donc dans Européen d'abord, où il fait une conclusion qui me paraît intéressante. Être français, c'est appartenir à une lignée, c'est être les héritiers d'une race, de ce que nous ont transmis nos anciens. Être français, c'est appartenir à une civilisation, la civilisation européenne et chrétienne. Être français, c'est être de langue française, c'est partager une histoire, une mémoire, l'amour d'un territoire, partager des musiques et des sons, des goûts et des odeurs, c'est partager le désir de vivre ensemble. Et je crois que nous avions une synthèse tout à fait intéressante sur ce sujet, qui est la réponse qu'accordait Ernest Renan. Donc après la guerre de 1870, la France est ébranlée parce qu'un demi-siècle plus tôt, elle gouvernait, elle dirigeait l'Europe, et là, elle est, occupée par les troupes prussiennes, et on pose à Renan cette question, à laquelle il répond par un discours à la Sorbonne du 11 mars 1882. Qu'est-ce qu'une nation? Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs, l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis. Une nation est donc une grande solidarité, constituée par le sentiment des sacrifices qu'on a faits et de ceux qu'on est disposé à faire encore. Voilà, je vous remercie de l'attention que vous m'avez accordée. La question qui était posée était: le patriotisme est-il un péché? C'était bien sûr un clin d'œil à l'ouvrage de Don Félix Sarda y Salvani que vous connaissez. Le libéralisme est-il un péché? Eh bien, autant le libéralisme est un péché, autant me semble-t-il, et j'espère vous en avoir convaincu, le patriotisme n'est pas un péché, mais au contraire une vertu.